Bonsoir. Archivage citoyen, une mémoire augmentée. Nous avons le plaisir d'accueillir Kmar Bendana, une grande historienne, chercheuse à l'Institut supérieur d'histoire de la Tunisie contemporaine, professeure d'histoire contemporaine à l'Université de la Manouba et chercheuse associée à l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain. Elle est membre et conseillère scientifique du collectif qui a initié le projet d'archivage du patrimoine numérique de la Révolution tunisienne. Et la brillante politologue Cécile Boex, qui est maître de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales. Ses recherches portent sur la relation entre l'image et le politique au Moyen-Orient, particulièrement en Syrie, où elle a vécu près de 10 ans. Et après avoir étudié le cinéma syrien, elle s'intéresse depuis 2011 aux usages de la vidéo par les différents protagonistes de la révolte et du conflit. Donc la notion de journalisme citoyen a joué un rôle essentiel dans le déroulement de la révolution tunisienne. En effet, dès les premiers jours, alors que les médias officiels restaient particulièrement discrets sur les événements, d'innombrables photos, témoignages, vidéos, souvent réalisés à l'aide de téléphones portables, inondent Internet et se propagent donc sur les réseaux sociaux. Nous allons regarder un premier extrait. Et on signale que la plupart des extraits ce soir sont issus du fonds de l'Institut national de l'audiovisuel. Nous remercions aussi la chaîne marocaine 2M et la télévision nationale tunisienne pour des images. Nous commençons par quelques images d'une émission anniversaire de la télévision tunisienne, un an après la Révolution. Il y a toujours 1000 soleils à l'envers des nuages, diffusé le 14 janvier 2012. Extrait numéro 1. عز لأم محمد وفتاها، عز لتونس أرضها وسماها، عز لكل أخية تبكي عليه بخير ما تبكي الكرام أخاها، تبكيه بالجمع الملح وجوه باتت لوجه محمد إشباها، وجه يلح مكررا ومكررا حتى يطبق مدنها أخراها. Nous reviendrons peut-être tout à l'heure sur l'habillage et la solennité de l'accompagnement, du fond sonore de ces images. C'était surtout pour voir le fameux dégage devant le ministère de l'Intérieur le 14 janvier et aussi dans les grandes villes de Tunisie. Kmar Bendana, mémoire, archivage, citoyenneté, 8 ans après une révolution. Est-ce qu'on n'est pas trop près de l'événement qui ne fait pas encore époque? 8 ans, on n'est pas nous-mêmes pris encore dans l'image. Est-ce qu'on peut parler d'archives en ce qui concerne quelque chose de très éphémère, de très volatile, du point de vue du matériau lui-même visuel, mais aussi des appareils utilisés? Est-ce que l'archive de quelque chose qui est peut-être encore en cours, une révolution, ça prend peut-être pas 8 ans? Qu'est-ce que vous en dites? Je ne sais pas si on est trop loin ou trop près, mais j'aime bien le mot archive parce qu'il a quelque chose d'atemporel d'abord. Il n'est pas vraiment attaché au temps. Peut-être qu'il y a un mot qui peut lui être attaché aussi, c'est le mot trace. Je pense que nous sommes effectivement dans peut-être des processus qui ne sont pas terminés, parce que c'est des lames de fond dont on ne voit pas encore l'issue, enfin si issue il y a. Mais je pense que le mot archive, il est intéressant parce qu'il permet en tout cas de baliser avec une certaine durabilité quand même sur nos rétines aujourd'hui des choses qui se passent. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui restent, qui nous marquent. Ça peut être aussi une... Au risque de dénaturer peut-être quelque chose. On ne peut pas éviter, je pense qu'on ne peut pas être évité d'être impressionné par la réalité. Et ça nous impressionne, voilà, ça impressionne notre rétine au sens optique du terme.
Donc une archive, ça impressionne, mais les traces aussi qui restent en nous font partie de l'histoire parce qu'elles vont servir à écrire l'histoire après. Donc c'est assez tout ça est assez imbriqué. Et moi j'aime beaucoup le mot archive parce que voilà, il porte l'avenir aussi, hein, il porte pas seulement le passé. Je vais reposer la question un peu autrement à Cécile Boex. Donc cette archive de quelque chose qui est encore en mouvement, je dirais. On parle de citoyenneté. Il y a eu, pour l'anecdote, pour l'expo Temps des archives au Bardo, un petit souci de droit d'auteur, mais ça rend compte aussi de la difficulté de cet archivage dans un pays où la notion d'auteur, de citoyen, n'est peut-être pas totalement construite. Est-ce qu'on peut parler d'archivage citoyen? La notion d'archivage et de citoyenneté se construisent-elles simultanément? Alors, je pense que moi, je vais peut-être revenir sur l'extrait qu'on a vu et peut-être faire une différence entre archives et commémoration, parce que là, on est vraiment dans quelque chose qui a plus à voir avec le registre de la commémoration. Donc là, on a vu une émission qui a été diffusée juste un an après le départ de Ben Ali, et il y a toute une dramaturgie de la mémoire, de l'archive et de la manière dont on va réutiliser en fait ces vidéos amateurs. Ils ont choisi les vidéos les plus emblématiques. Donc la manifestation devant le gouvernorat de Sidi Bouzid, le dégage devant le ministère de l'Intérieur en Tunisie. Et le dégage le 14 janvier, le jour, peu après ce fameux dégage, quelques heures après, Ben Ali était parti, s'est enfui. Et donc ces images, elles sont déjà passées dans l'histoire. Elles font déjà partie d'une mémoire collective. Et donc voilà, là on est vraiment dans une espèce de dramaturgie révolutionnaire qui est habillée avec un poème en arabe littéraire, déclamé de manière assez grandiloquente et qui est aussi en décalage un peu avec justement les images brutes où les gens parlent en dialectal, etc. Donc là aussi on voit une tentative aussi de figer quelque part la mémoire de la révolte, de la révolution, de la cadrer comme ça. Et pour figer les images, pour en garder une trace, justement. Oui, mais justement, quand on garde une trace aussi, il y a réappropriation, il y a... voilà, c'est toute la question. C'est des cailloux du petit poussé aussi, les archives. Il ne faut pas non plus croire que c'est quelque chose de définitif. Ils peuvent se disposer autrement. Et puisque vous avez parlé de cet archivage citoyen, moi je voulais revenir sur cette image-là qui est exposée. Et celle-là, c'est la première, on est sûr aujourd'hui, en tout cas au jour d'aujourd'hui, que c'est la première qui vient de Sidi Bouzid et elle est signée Sofiane Chourabi, qui est bien le premier journaliste citoyen à s'être déplacé sur place. C'est même pas l'AFP qui l'a fait. Alors Sofiane Chourabi, c'est un journaliste tunisien, un journaliste et citoyen. De toute façon, sous Ben Ali, on ne pouvait être que journaliste citoyen. On ne pouvait pas être journaliste, sinon c'était faire allégeance au régime. Et ce journaliste est aujourd'hui porté disparu en Libye. Voilà. Depuis 2013. Donc, voilà, lui, on peut lui appliquer l'épithète de journaliste citoyen, d'abord parce qu'il y a un courage dans cette affaire-là, et donc il y a été un peu par intuition de journaliste et intuition de citoyen, mais en même temps, il a envoyé aussi cette image à Al-Massar, au journal de la gauche, oui, voilà, d'un parti. Il a envoyé, et on peut être sûr... oui, le mot citoyen, dans la mesure où c'est de l'engagement, oui. Mais voilà, il ne peut pas non plus être noyé dans plein de choses. Journalisme citoyen, journalisme engagé, oui. Et là, c'est vraiment une photo d'un journaliste engagé. Merci. Pour revenir au décalage dont parlait Cécile Boex entre cet habillage un peu désuet, disons-le, et les manifestations débordantes, nous regardons l'extrait numéro 2 du 9 janvier 2010 de la télévision nationale tunisienne, toujours de cette même émission anniversaire, un an après la Révolution. Alors il y a eu 5 morts à Regueb, pas loin de Sidi Bouzid. C'est des images choquantes.
Alors, c'est difficile de parler après ces images des premiers martyrs de la révolution tunisienne. La discrétion, entre guillemets, des médias officiels sur ces protestations s'inscrivait quelque part dans la continuité d'une politique d'opacité, de silence. Le champ visuel était entre les mains du régime. Et parmi les grands moments de censure qu'ont connus les Tunisiens, il y avait les funérailles du premier président tunisien, Bourguiba, pendant lesquelles la télévision nationale a diffusé un documentaire animalier. Donc les Tunisiens étaient passés du jour au lendemain entre le rien, la rétention d'images, et est-ce que de passer de cette rétention à des images de choses qu'on ne peut pas montrer a fait sortir les gens dans la rue, a poussé à cette révolution? Est-ce que le fait de voir ce qu'on ne peut pas voir après autant de rétention a accéléré cette révolution? Certainement, quand on ne vous montre pas, quand votre œil n'est pas habitué à voir des choses aussi crues, voilà, vous êtes choqué. Il y a eu un choc des images entre décembre et janvier dans la population tunisienne. Sinon, on n'explique pas tout ce crescendo révolutionnaire. Sinon, s'il n'y avait pas eu cette diffusion des images choquantes, qui d'ailleurs est parallèle à la diffusion de l'image de la misère. C'est-à-dire que l'image de la mort et de la misère ont commencé à devenir plus familières aux Tunisiens. Voilà. Parce qu'avant, justement, il y avait une sorte de rétention et une grammaire très soft des images. Qu'est-ce que vous voyez de la Tunisie on voyait avant toujours, la mort et la dans les journaux télévisés, on voyait toujours les mêmes choses, les visites présidentielles, les visites inopinées, soi-disant, ce qu'ils recevaient au palais de Carthage, etc. Donc tout ça était perpétuellement dans une sorte de monotonie protocolaire et officielle, et voilà, et on ne voyait que les rubans qu'on coupait, les voitures qui traversaient les convois présidentiels, etc. Et tout d'un coup, les Tunisiens, effectivement, étaient confrontés dans la petite lucarne à des choses qu'ils n'ont jamais vues, dont des morts en direct, faut presque, parce que c'est presque de la mort en direct. C'est horrible. Maintenant, on en prend un peu plus l'habitude au bout de 8 ans, et pas seulement à cause du cas de la Tunisie, à cause du cas de la Libye, de la Syrie, du Yémen, etc. Toutes ces morts-là qu'on voit en direct ou presque, maintenant, c'est devenu pas moins choquant, mais plus habituel. Mais pour l'époque, c'est un choc. Oui, bien sûr. C'est un ferment révolutionnaire, c'est clair. En Syrie Ouais, en fait, moi, tu as dit une chose intéressante, c'est que tu parlais de rétention et de l'opacité en fait, qu'il y avait autour de l'information sous Ben Ali. Mais ce qui est paradoxal aussi, c'est que les vidéos amateurs, elles ont une opacité. C'est-à-dire que si on ne les connaît pas, si on n'est pas familier avec la situation, toutes seules, elles nous disent pas grand-chose. Parce que c'est des vidéos qui sont incarnées. Les gens, en fait, ceux qui filment, c'est pas de simples observateurs. Ils sont absolument engagés dans les événements qu'ils filment. Et du coup, on a des cadres qui tremblent. On a toute une. Souvent, les vidéos sont de mauvaise qualité. On l'a vu dans ces images, et on comprend pas ce qui se passe. Donc, les vidéos ne parlent pas d'elles-mêmes. Et du coup, c'est vrai qu'il y a tout un processus d'accompagnement de cette opacité aussi propre, et qui est paradoxal, puisque ces vidéos sont prises sur le vif, et donc que posent aussi toutes ces vidéos amateurs. Et là encore, on est dans un montage qui les met en résonance les unes les autres, dans un objectif de mise en récit aussi, puisque évidemment la violence a eu un rôle de mobilisation très fort. Il peut y avoir de la manipulation aussi. Bien sûr. Il peut y avoir de la manipulation. Même dans la vitesse, il peut y avoir de la manipulation. Des usages qui ne sont pas du tout... Par exemple, ce qu'on a cru être longtemps, être le Bouazizi brûlant, il s'est avéré que c'était l'image d'un bonze. Tout à fait. Alors, pour revenir sur le Bouazizi brûlant, on regarde l'extrait numéro 3, c'est un journal de 20 heures de France 2 du 5 janvier 2011. La Constitution est-elle en train de reprendre en Tunisie? Hier, le jeune commerçant qui s'était immolé devant les bureaux du gouverneur en signe de protestation la semaine dernière est mort. Ces obsèques ont rassemblé plusieurs milliers de personnes. Des étudiants sont redescendus dans la rue. Les images, vous le comprendrez, sont rares. Les médias sont sous contrôle. Hakim Abdelkalek.
Ce 28 décembre, le président tunisien s'était rendu au chevet de Mohamed Bouazizi. Ce jeune marchand ambulant s'était immolé par le feu. Il est mort aujourd'hui des suites de ses brûlures. Depuis son geste désespéré, tout le pays connaît un soulèvement populaire totalement inédit. Notamment chez les étudiants qui n'ont que très peu de perspectives d'emploi. Aujourd'hui, selon un responsable syndical, les policiers sont intervenus lors d'une assemblée générale à l'université de Sousse. Ils nous ont attaqués avec les matraques, avec lacrymogènes. Ils ont même tiré avec ce qu'on appelle ici des cartouches plastiques. Plusieurs sources affirment également qu'à l'université de Tunis, filmée ici en 2008, la police a empêché cet après-midi les étudiants de manifester à l'extérieur des bâtiments. Les étudiants ont commencé à faire des assemblées générales pour parler de la situation à Sidi Bouzid et dans toute la Tunisie. Et puis, ils ont essayé de sortir devant la faculté. Et là, les policiers les ont empêchés de sortir. Ce mouvement populaire qui dure depuis maintenant un mois est sans précédent depuis un quart de siècle dans le régime autoritaire tunisien. Alors, après un léger retard télévisé des chaînes étrangères qui ne disposaient pas d'images, une sorte d'hésitation, les chaînes françaises notamment commencent à montrer l'ampleur des répressions, les manifestations qui gagnent les universités. Et puis, nous avons cette image de Ben Ali au chevet de Bouazizi. Donc, on ne le voit jamais brûler, malgré les fleuves de photographies, de vidéos, de témoignages sur les réseaux sociaux. L'image fondatrice du récit de la révolution tunisienne est une image absente. Donc, dans les images qu'on ne voit pas, il y a les images censurées, mais aussi les images non archivées. Peut-être, je pose la question à mes invités, que l'image absente devient aussi un moteur de cette révolution et fonctionne un peu comme le désir. Donc ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire la mort ou l'amour, ou la mort dans ce cas-là, et peut-être l'amour de la patrie qui ont renaît. Qu'est-ce que vous en dites, Ekma ? Moi, à propos de cette image-là, je pense qu'on est quand même dans une saturation encore accentuée, parce que cette image de Bouazizi visitant, de Ben Ali visitant Bouazizi, elle va nous saouler, quoi. On va la passer, mais à répétition incroyablement. C'est-à-dire qu'encore une fois, on va nous abreuver de cette image-là, au point d'ailleurs que un peintre l'a immortalisé dans une peinture. Nabil Soueib en a fait une peinture. Ça devient obsédant, c'est-à-dire qu'au lieu qu'on s'intéresse à Bouazizi, on s'intéresse à Ben Ali visitant Bouazizi avec son staff de ministres. Et encore une fois, il y a une sorte de piratage, de rapt de l'événement. C'est Ben Ali qui était absent, on le sait, il était absent de Tunisie. Il vient en catastrophe. Là, on est le 4 ou le 5 janvier. Probablement que Bouazizi, ce n'est pas lui qui est là-dessous. En tout cas, il est déjà mort. Et il le visite pour les caméras de télé. Donc, il est très probable. Voilà, c'est de la mise en scène. Et de nouveau, c'est de la hyper saturation avec toujours la même manipulation. On croit que les gens sont manipulés. Et en fait, le lendemain ou le surlendemain, quand on va faire l'enterrement de Bouazizi, il va y avoir une foule incroyable. Je veux dire, c'est là où on voit que le régime commence à trembler et peut-être à vaciller. C'est à l'enterrement de Bouazizi. C'est les premiers événements qui vont faire vaciller le régime. L'enterrement de Bouazizi, parce qu'il va y avoir des tas de choses qui ne sont pas du tout habituelles. Les femmes sortent, le nombre est anormalement élevé, les slogans sont particulièrement, etc. Donc, malgré cette rétention d'images, commence à devenir insupportable aux Tunisiens. Voilà, il y a une bagarre un peu dans les têtes après le choc de ces archives, de ces images, des images inhabituelles, cette saturation, et les gens en ont marre un peu de ces mises en scène officielles tout le temps à propos de quelque chose de dramatique. C'est très intéressant. Donc, en contrepoint du nombre incroyable d'images amateurs, il y a une saturation, il y a comme une répétition d'images de propagande. Oui, et en même temps, je dirais qu'il y a aussi, vous en avez parlé, c'est cette image manquante en fait de Bouazizi en feu. Alors, il y a plein d'images, il y a des fausses images qui ont circulé comme ça, mais en fait,
c'est peut-être parce qu'elle est manquante que cette image va activer un imaginaire d'indignation, de colère encore plus fort. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Et le journaliste aussi, dans ce reportage, est face à un manque. C'est-à-dire que les journalistes, à ce moment-là, ne peuvent pas aller sur le terrain pour filmer leurs propres images. Donc ils sont obligés de faire avec... Composer avec... Voilà. Ils ne peuvent pas tourner leurs images. Et là, à ce moment-là, ils composent avec des images déjà existantes et qui sont complètement antagonistes. D'un côté, les images... j'allais dire, mise en scène, mascarade du régime de la télévision tunisienne, et de l'autre côté, les images amateurs aussi, qui sont reprises en boucle. Et du coup, voilà, il joue avec ce contraste. Il y a une frustration, hein, on voit à l'université. Ils ne peuvent pas filmer à ce moment-là, donc ils mettent des images de 2008. Il y a on dirait qu'ils recréent les conditions d'un direct qui n'est pas possible pour eux. Il y a toute une sorte de jeu, on sent une frustration chez eux. Et voilà, ils sont face à... Donc l'écriture journalistique classique, échappe des mains des journalistes et laisse place à l'émergence de ce nouveau journalisme citoyen. Tout à fait. Parce que l'écriture journalistique est empêchée. D'ailleurs, nous avons vu dans cet extrait le témoignage d'une blogueuse, Lina Benmeni, qui est une figure du cyber-militantisme tunisien. On y reviendra. L'extrait numéro 4, où il s'agit encore de la télévision tunisienne, de cette émission anniversaire, dans l'absence d'images de Bouazizi, prend place un récit de cette immolation. Extrait numéro 4. لحظة فارقة في حياة شاب تونسي انتفض ولم يعد كأسه يتسع لمزيد من القهر والتجاهل. سارع له أهل البلد نصرة وسارع لهم النظام بيد تحمل إجراءات هامشية وزيارات باهتة من وزرائه، وباليد الأخرى ترسانة قمعية. احتج المواطنون لحظتها، وبالنسبة للنقابيين خاصة المناضلين، لأن في سيدي بوزيد تعرف أنه الحراك الشارع الموجود قبل كان يرتكز على النقابيين وبعض الحقوقيين. فيوم السبت 18 ديسمبر تجمع عديد المسؤولين النقابيين من جميع المعتمديات، من التعليم الثانوي والابتدائي والصحة والقيمين وإلى جميع القطاعات، وأردنا أن ننظم احتجاجا سلميا، لكن فوجئنا بتواجد كثيف للقوات الأمن والقمع خاصة، شيء مهول. فاستغربنا لماذا هذا الحشد الكبير في مدينة سيدي بوزيد. Donc un récit qui se substitue aux images. Y a-t-il un seul récit de cette histoire de la révolution en Tunisie ou en Syrie? Est-ce que les mythes n'ont pas pris le dessus sur les récits finalement? D'abord, je remarquerai que ce récit-là, il est écrit en arabe littéraire. Et là, j'ai plus le souvenir. Tu me posais tout à l'heure la question, est-il trop tôt, est-il trop tard? Il est temps, en tout cas, je remarque déjà, comme témoin, hein, qu'on ne parle plus du tout ce langage. Il n'est plus possible du tout de tenir ce langage-là, même pour commenter des archives. Ça fait à côté de la plaque. Ça fait un autre temps. Et moi-même, comme témoin, je me sens ailleurs. C'est plus possible. Je veux dire, il y a quelque chose... Cette télévision-là n'est plus possible. Oui, il y a quelque chose que les événements ont fait dans nos têtes, c'est qu'il y a un certain langage, un certain registre de paroles qui n'est plus possible. Ça ne marche plus, ça passe plus. Donc il y a une sorte de... C'est comme la Belle au bois dormant, enfin une révolution, ça fait tout vieillir tout d'un coup. Enfin moi c'est ça que je sens. Ça c'est une autre vie, quoi. C'est loin. On n'est plus du tout là-dedans. Cette écriture-là, Cécile Boex, qu'est-ce qu'elle vous évoque? En fait, évidemment, il y a plusieurs mythes, plusieurs récits. Chacun tente de s'approprier, en fait, les symboles. Mais j'ai pas répondu à ta question. Ouais. On y reviendra. Et du coup, ici, ce qui est frappant, c'est que Bouazizi devient une sorte de figure d'union nationale où on gomme l'historicité. En fait, le commentaire dit tout d'un coup, ce jeune homme, enfin, je veux dire, c'est comme s'il était sorti comme ça, comme si avant en Tunisie, il n'y avait pas eu de protestation, il n'y avait pas eu 2008, il n'y avait pas eu Gafsa, etc. Donc, ça gomme aussi les spécificités, l'histoire, pour créer une figure un peu unanimiste à un moment peut-être aussi où voilà, il y a des dissensions, etc. Donc là, on a peut-être une interprétation, un récit officiel qui se réapproprie la figure de Bouazizi au service d'un récit national. Oui, mais une figure abstraite aussi, parce que là, on parle d'un fils et d'une mère. Il faut savoir que la mère, elle est partie maintenant, elle a émigré de Tunisie. Hein.
Elle est au Canada. Celle qui est encensée là dans ce récit, dans cette ébauche de récit, elle n'est plus du tout là. Et Bouazizi, tout le monde l'a oublié à peu près maintenant en Tunisie ou presque. Donc il y a quelque chose à Sidi Bouzid, en tout cas, la famille de Bouazizi n'est plus du tout bénie. Elle n'a pas ce côté, parce que d'abord, vous savez qu'il y a eu des tas de drames, dont le dernier, la semaine dernière, dans la région de Sidi Bouzid, où des femmes sont mortes. Des ouvrières. Donc voilà, il y a, au contraire, vous parlez de récits, mais les récits se succèdent, mais peut-être qu'ils ne changent pas la réalité non plus. Et d'une certaine manière, ce récit-là, il est plus qu'ancien. Enfin, il a été balayé déjà. Plus qu'ancien, mais il a été peut-être essentiel pour les Tunisiens de s'approprier à peu près tout, y compris le récit, quitte à le déformer. Tout est devenu bien commun. Oui, mais un bien commun qui change, qui évolue avec le temps, parce que c'est aussi ça les processus révolutionnaires, encore une fois, je pense que c'est une accélération telle, je ne sais pas comment le dire, il y a une accélération telle que tout vieillit très vite. Alors, y compris les récits. Pour le moment, on n'a pas de paradoxe de l'archive. Oui, mais pour le moment, on n'a pas de récit fixé. On n'a pas de récit Votre fixé. travail d'archivage, oui, c'est pour ça que le travail d'archivage est important, parce que ça permet aussi de fixer les éléments d'un récit à un moment donné pour que d'autres reviennent dessus après. C'est ça qui est important. C'est pour ça que l'archivage, à mon avis, est un acte politique important, parce que ça permet d'ouvrir la porte à d'autres récits après. Alors, pour ne pas oublier justement ce qui a été fait avant la Révolution, comme le signalaient Cécile Boex et Ekmar Bendana, nous allons regarder deux extraits. L'un d'un cybermilitant à Tala, c'est la télévision marocaine, la chaîne 2M, 6 mois après la Révolution, donc le 26 mai 2011. Ça a été tourné à Tala, une région de l'Ouest tunisien. Donc témoignage du cyber-militant Ramdan, notamment sur l'activité du web pendant les événements du bassin minier de 2008 et le harcèlement policier qui s'en est suivi. Un grand angle. Lors des événements de Tala, aucune couverture médiatique n'avait pu être réalisée. Les autorités faisaient tout pour empêcher les images amateurs de circuler sur Internet. Le cyber-militant Ramdan s'en souvient. كنا نتعرضوا لنفس النوع نتاع الهرسله ونفس النوع نتاع التتبعات. اذا كانوا المناضلين كانوا على الارض يتعرضوا للقمع والضرب والسجن، كنا ايضا كنشطاء على الشبكه الافتراضيه نتعرضوا ايضا للتتبع عن طريق البوليس الافتراضي عبر الشبكه العنكبوتيه. Sur son blog Al-Moucharib ou Le Rebelle, Ramdan faisait le suivi des bilans des émeutes. Il publiait l'identité des victimes, les réactions des autorités, informait sur l'organisation des manifestations, mais partageait également des vidéos sur les événements. نجمنا نخرقوا جدار الصمت عبر الشبكة الافتراضية، عبر مواقع تبادل الفيديو على اليوتيوب وعلى دايلي موشن. العمل اللي قمنا به ربما نتائجه تظهر في أنه السلطات التونسية التجأت إلى حجب المواقع هذه خلال شهر مارس شهر أفريل 2008. تواصل العمل نتاعنا على الشبكة هذه في علاقة بأحداث الحوض المنجمي لنوصلنا لحجب الفيسبوك في تونس في أوت 2008. لكن وصلنا في مساندة الحركات الاجتماعية اللي كانت متواصلة في فريانة في الصخيرة وفي بنقردان واخيرا احداث الثوره التونسيه اللي انطلقت من سيدي بوزيد وامتدت الى تالا والقصرين وكل تونس. Alors, on pourra regarder dans la foulée l'extrait numéro 9, qui est le témoignage de la femme d'un journaliste opposant, Fahem Bokadous, condamné à 4 ans de prison sous Ben Ali, devant le tribunal de Gafsa, symboliquement après la révolution de la même chaîne 2M, la chaîne marocaine, 6 mois après la révolution, l'extrait numéro 9. أنا زوجة صحفي فاهم بوكدوس كان حكم في هذه المحكمة ب4 سنوات. كنت يعني محرومة حتى من أن أحضر محاكمة فاهم هنا في المحكمة. يعني كنت أتعرض يوميا أثناء المحاكمات للضرب أمام هذه المحكمة، الاعتداء بالعنف والسب والشتم. Alors, des journalistes harcelés, des conditions
de travail comme on peut les imaginer sous dictature. Cécile disait qu'il y a volonté d'effacer un peu l'histoire, mais finalement l'histoire est là, paradoxalement, grâce aux mêmes images, je dirais. Quel était le travail, enfin, est-ce que le journalisme citoyen a démarré avec Internet? Est-ce que c'est les réseaux sociaux ou bien qui ont donné cette révolution, qui ont abouti à cette révolution, ou bien la révolution qui a donné cet essor au numérique au final? Parce que là, nous voyons des journalistes à la fois cyber et pas cyber. Fahem Boukadous, ce journaliste dont la femme témoigne, racontait qu'il faisait sortir les images du bassin minier dans des sacs de nourriture qu'il envoyait à la capitale, cachés dans la nourriture, dans des voitures de transport collectif. Aujourd'hui, les outils sont aux mains de tout le monde, mais qui est journaliste, qui ne l'est pas? En tout cas, à cette époque-là, parce que depuis 2011, beaucoup de choses ont déjà changé. On voit, en tout cas, qu'avec la révolution algérienne, on est déjà dans un autre moment presque de la technologie. Mais à l'époque, en 2011, c'est vrai, le blogueur rappelle 2008. Si on regarde la chronologie tunisienne, 2010-2011, c'est une rupture, une très très grande victoire sur la censure de Ben Ali, qui a pu s'exercer de manière assez efficace sur le bassin minier en 2008. C'est-à-dire qu'en 2 ans, le journalisme citoyen en Tunisie a pu fendre la censure de Ben Ali. Et ça, de ce point de vue-là, je pense que l'outil technologique a servi le journalisme citoyen en Tunisie à cette époque. Il lui a servi, mais il ne lui suffit pas. Et ça ne suffit pas. Je veux dire, l'outil ne suffit pas à faire du journalisme. Peut-être que l'outil a suffi à faire entendre des voix qui ne pouvaient pas se faire entendre. Mais du journalisme, le journalisme, ça dispose ça. Vous êtes journaliste, tu es journaliste, et le journalisme, c'est aussi de l'analyse, de la construction, du recoupement, des tas de choses comme ça. Donc il faut aussi un peu plus que des outils pour faire du journalisme aussi. Cécile, donc est-ce qu'il y a danger à mettre ces outils-là entre toutes les mains? Ce qui est intéressant avec la révolution tunisienne, c'est que l'histoire a commencé à être écrite pas par les puissants, mais par le peuple, qui avait accès à ces outils. Y a-t-il danger? Je ne sais pas s'il y a danger, mais en tout cas, je pense qu'il faut aussi faire attention à ne pas trop idéaliser les nouvelles technologies dans le déclenchement des révolutions. Elles ont accompagné, elles ont coordonné, elles ont informé, mais en aucun cas, on peut dire qu'elles ont enclenché. Le principal, c'était dans la rue. Et après, il y avait une sorte d'interaction entre ce qui se passait dans la rue et ce qui était mis en ligne. C'est qu'il ne faut pas peut-être relativiser en fait aussi ce rôle-là et plutôt le penser en interaction avec ce qui s'est passé dans la rue. Mais en tout cas, il est clair que le rôle des activistes, des cyberactivistes a été essentiel dans l'ouverture, le décloisonnement en fait d'un espace public qui était complètement sclérosé. Et le blogueur emploie une très belle expression, il dit « on a cassé le mur du silence ». On retrouve cette expression en Syrie, sauf qu'en Syrie, on a cassé le mur de la peur. Et je crois que l'expérience tunisienne à ce niveau-là a été aussi exemplaire pour l'Égypte, pour la Syrie, pour la Libye. Ça a ouvert quelque chose. Ça a été un vrai modèle aussi de comment on se réapproprie en fait des outils ordinaires comme YouTube, Facebook pour ouvrir des brèches, en fait, montrer qu'il est possible de critiquer, enclencher la mobilisation. C'est pas enclencher la mobilisation, voilà. Mais enclencher aussi quelque chose que permet Internet, c'est-à-dire la connexion des actions. C'est-à-dire que ça aussi, c'est un ferment révolutionnaire. Connecter des actions, c'est créer de l'intelligence collective. Et d'une certaine manière, les réseaux sociaux ont été des canaux qui ont aidé à structurer une intelligence collective autour des révolutions. On ne peut pas le nier. Même si les révolutions sont nées aussi des problèmes politiques, économiques et sociaux de base, sont nées aussi à travers les mobilisations en chair et en os. D'accord, ça c'est vraiment structurant des révolutions, mais la vectorisation par les réseaux sociaux a aussi quelque chose aussi d'un peu neuf. Dans la circulation, dans la vitesse, dans l'exemple, dans le modèle et dans l'amélioration aussi des réactions. Alors, ce journalisme-là ou cet activisme-là
a bousculé aussi la manière, en tout cas dans l'immédiat, de travail des grandes chaînes internationales. Un journal de France 3, extrait numéro 10, et ensuite l'extrait numéro 11, un JT de France 2. Ce soir, même les riches stations balnéaires sont gagnées par la colère de la rue. C'est le cas de la région d'Hammamet, destination très prisée des Tunisiens et des Français. Dans ce secteur, on dénombre au moins 7 morts depuis hier. Voici le reportage sur la situation, reportage de nos envoyés spéciaux. D'ordinaire, à cette heure-ci, touristes et habitants se promènent sur cette longue plage de sable fin. Les restaurants sont bondés. Pas aujourd'hui. Même le café le plus connu de la ville, le Sidi Bouhaidid, a fermé ses portes. Hammamet, à son tour, s'est embrasé. Notre caméra n'est pas tolérée. Toutes ces images, nous sommes obligés de les voler. Les locaux de police, les édifices publics, la célèbre station balnéaire brûle encore. Ici, une supérette livrée aux pilleurs. Cette nuit, à Hammamet, la police a tué 2 personnes et on compte des dizaines de blessés. Encore. Nous voici à Nabeul, la station balnéaire d'à côté. Abdelatif Bahiri est membre de la Ligue des droits de l'homme. Malgré les risques qu'il encourt, il accepte de nous faire visiter les lieux. En Tunisie, les militants sont souvent emprisonnés. L'île de l'RCD qui est brûlée. C'est le parti au pouvoir, c'est les locaux du parti au pouvoir. Regardez. Voilà, on passe. À gauche, enfin. C'est la recette des finances. Selon lui, certains bâtiments et magasins ont été détruits et pillés par la police elle-même. C'est vrai, il y a des policiers qui ont participé de brûler, de casser, et moi j'ai assisté. Monsieur Bahiri a fait les comptes. Il a même la liste des victimes dans la région de Nabeul. 87 blessés, nous dit-il, et 7 morts, rien que la nuit dernière. L'une des victimes habitait ici. Fatma Gerbi a été tuée par des snipers, nous dit-on. Elle était sur le toit de sa maison et observait les manifestations. Mais qui ? Des policiers se sont placés sur le toit de la mosquée, juste en face. Et ils ont tiré. On va de la maison. Il y a 2 garçons avec ma soeur. L'un a 12 ans, âge, et l'autre 14 ans. Qui ont été tués. Ils ont été tués avec. Le chaos a gagné la zone touristique la plus fréquentée de Tunisie. C'est grève générale aujourd'hui et les habitants se ruent sur la seule boulangerie ouverte. Ils redoutent un couvre-feu comme à Tunis. Nous quittons la ville, mais ce soir encore, les affrontements continuent à Nabeul. Voilà pour les titres de ce samedi 15 janvier. Cela fait donc désormais 24 heures que la Tunisie a tourné une page historique, celle des 23 ans de pouvoir du président Ben Ali. Il y a bien sûr beaucoup de joie, beaucoup d'émotions, mais cette situation politique de transition laisse, vous allez le voir également, la place à la peur, au pillage. Le chaos et l'anarchie font parfois, je vous le disais, craindre le pire depuis plusieurs heures. Ce fut le cas la nuit dernière, mais également cet après-midi. Images et témoignages ce soir avec Clément Le Golf et Romain Bouty. C'était une villa du président Ben Ali, voilà ce qu'il en reste. Mise à sac, pillée et incendiée. Dans les rues de Tunis aujourd'hui, des hommes armés ouvrent le feu au hasard. Et dans les quartiers chics plus au nord, c'est la confusion. Une Française témoigne. On a dû se barricader parce qu'il y a en fait des voitures, des voitures en fait, des 4x4 de police en fait qui passent avec les fenêtres ouvertes et qui tirent sur tout ce qui est dehors. Des policiers. Oui, c'est des policiers. Là, c'est dans des 4x4, c'est des policiers. Bon, ils sont habillés en civil, mais ce sont des policiers. On a en fait les hélicoptères en fait de l'armée qui sont au-dessus de nos têtes et qui tirent aussi par certains endroits. Depuis la nuit dernière, les pillages se multiplient dans la capitale, mais à Monastir, on est bien au-delà de l'incident. Dans la prison, une tentative d'évasion a tourné à la panique ce matin. 42 détenus sont morts intoxiqués. Les détenus auraient appris qu'il y a eu un changement dans le sommet de l'État. Ils ont voulu saisir l'occasion de cet événement pour forcer la porte et prendre la fuite. Alors, au cours de ce mouvement-là, il y a eu un détenu
qui a mis le feu dans un matelas pour faire croire une urgence, un incendie. Comme ça, peut-être, ça précipiterait l'ouverture de la porte par le gardien. Cet après-midi, la télévision tunisienne a diffusé ces images. Plusieurs dizaines de pillards, semble-t-il, interpellés avec des armes blanches. Il faudra sans doute beaucoup plus pour rassurer la population. Donc nous finissons sur cette mise en scène des images de la télévision, des images officielles de la télévision tunisienne qui tentait d'expliquer par des pillages une révolte. Qu'est-ce que, encore une fois, et les journalistes français qui volent des images. Donc d'un côté, qui volent en caméra cachée dans une voiture, on est plus proche de l'écriture des vidéos amateurs. Et d'un autre côté, donc il y a ce décalage entre... il y a quand même une situation visuelle assez inédite. Oui, mais il y a quand même de la convention aussi dans le récit, parce qu'il n'y a pas que ça. Et en même temps, de la peur des riches, même les riches, commence le commentaire, même les riches stations balnéaires sont... Je veux dire, il y a cette espèce de décalage peur entre l'image de Hammamet... Non, puis on communique la peur aussi, je veux dire. Même les riches doivent avoir peur maintenant. Voilà, c'est ça qu'on dit. On se rend compte quand on voit ça. Même les touristes français. Même les touristes français, même les habitants français et tout. Je veux dire, il y a quelque chose d'un peu anxiogène quand même dans ces commentaires de journalistes. Bon, ils sont loin et tout, d'accord. Mais il y a une convention dans leur tête, dans la manière dont on peut parler un peu de ces soulèvements populaires pleins d'inconnus. Il y a quelque chose aussi d'anxiogène. Et ce qui est frappant aussi, c'est que dans le deuxième reportage, le journaliste parle du départ de Ben Ali, de la joie, etc. Il n'y a aucune de ces images qui n'est montrée. Alors que ces images, elles existent, qu'elles sont magnifiques, qu'elles sont très très fortes, mais il va axer tout le propos sur le chaos, l'anarchie, la peur. Évidemment, dans les journaux de 20 heures, c'est ce qui attire de l'audience, très clairement. Et donc, il y a toute cette dramaturgie de l'incertitude, de la violence des pillages, qui est, voilà, c'est l'après-coup, en fait. Et bon, les vitrines cassées, les voitures brûlées, etc., on est dans l'imaginaire de l'émeute, on n'est pas dans celui de la révolution. Et on sent toute la prudence, toute l'ambiguïté aussi. Et ce qui me choque un peu dans ce deuxième reportage, c'est le lissage de toutes les sources. C'est-à-dire qu'ils sont sur place... Donc au lendemain, ils peuvent de nouveau retourner des images, mais on n'a plus de distinction entre ce qu'ils ont tourné eux, les images amateurs, c'est plus marqué images amateurs en dessous, les images de propagande, tout est lissé, et là il y a une absence aussi, je pense, déontologique sur l'usage des images. Ça ne fait pas vrai de dire que quelqu'un habite la Marsa. Je veux dire, quel est l'apport journalistique, quel est le travail qui a été fait, que quelqu'un de la Marsa nous parle, enfin je veux dire, ça dit quoi? Je veux dire, il y a aussi, c'est pour ça que je trouve que le journalisme citoyen, il doit être chez les journalistes professionnels aussi. Enfin, c'est une sorte de conscience professionnelle, voilà. Si citoyen, ça veut dire être honnête. Ça veut dire être honnête aussi. Enfin, en tout cas, se demander aussi ce qu'on a comme matière et comment est-ce qu'on peut en rendre compte, même quand on est loin. Là, de toute évidence, c'est quelque chose de complètement nouveau. Hein. Je veux dire, on ne sait pas comment parler de cet événement. Il est indéchiffrable. On ne sait pas, sa grammaire est pas claire. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que de toute façon, ça fait peur. Et donc, il y a une sorte de tentative. Tout à l'heure, nous avons parlé du récit, de l'absence de récit, ou de la tentative de récupération de récit. Là, c'est pas une tentative de récupération, c'est plutôt c'est une espèce anxiété face à quelque chose d'inconnu. Politique aussi, comment dire, de pas appeler ça une révolution, d'être dans cette incertitude. Ce sont des choix éditoriaux, politiques. On ne sait pas, mais on ne parle pas de faits. Oui, c'est clair. On ne parle pas de faits. Et surtout, moi, ce qui m'a frappé, c'est que quand on prend des images, quand les journaux, en tout cas dans ce qu'on a vu là, quand les journalistes reprennent des images de protestation, on n'entend jamais de slogan. C'est toujours des foules qui crient, mais c'est comme si la population n'articulait pas de revendications. Ça aussi, c'est quand même... C'est des choix, en fait. Mais ça reflète aussi l'incapacité à déchiffrer ou à décrypter. Je pense que on peut aussi les dégager d'une mauvaise, je veux dire, de mauvaises intentions. Mais je crois qu'ils sont désemparés, quoi. Les journalistes aussi sont désemparés, je pense. Donc à situation visuelle inédite, situation politique. Journalisme citoyen désemparé. Enfin, journalisme désemparé. Poser une question qu'on pourra développer encore. Pendant le quart d'heure qui nous reste,
qui n'est pas directement lié à ces extraits, mais on voit beaucoup d'images amateurs quand même, notamment des blessés qu'on traîne dans la rue. Quelle est la nature de ce regard amateur? Je dirais, je ne vais peut-être pas comparer, mais pour vous donner un ordre, pour vous donner une orientation, il y a eu par exemple les armées qui ont libéré les camps de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était un regard d'archiviste, de documentation, mais avec justement le numérique, il y a quelque chose qui a changé avec Abu Ghraib, avec ce n'est plus le regard directement de documentation classique, d'archivage classique, je dirais. Quelle est la nature de ce nouveau regard avec le numérique? Que ce soit en Syrie, d'ailleurs, il y a des images qui ont fuité de torture dans les prisons de Bachar el-Assad. Quel est ce regard, d'ailleurs, des deux côtés, des amateurs, enfin, des persécutés et des persécutants? Dans les deux cas, il y a l'émergence, sans doute, de quelque chose de nouveau. Alors, ces images dont vous parlez, qui sont celles qui ont été filmées par des soldats syriens en train de torturer des civils, elles ont surtout circulé sur Internet. Elles sont peu passées dans les médias mainstream. Elles sont passées aussi du côté de l'art, dans un film qui s'appelle Eau argentée, qui est fait à partir de ce genre de vidéo. Eau argentée, c'est un film syrien de Oussama Mohamed qui est sorti en 2014, peut-être. Oui, c'est ça. Et en tout cas, bien sûr, elles ont changé un rapport à la vision de la violence. Pour les Syriens qui voient quotidiennement en fait, des images de morts, de proches, il y a même des Syriens qui ont regardé des vidéos où ils avaient un proche et qu'ils n'ont pas reconnu ce proche. Cette violence crue aussi, elle déshumanise quelque part celui qui est représenté de cette manière. Et dans le cas de la Syrie, c'est allé très loin. Et d'ailleurs, il y a un collectif qui s'appelle Abu Naddara, un collectif de cinéastes syriens, qui milite pour une image digne des Syriens, c'est-à-dire qui récuse cet usage de la violence, parfois qui peut, on a tout le temps, c'est pas forcément des images d'ailleurs, ça peut être des récits ultra violents de femmes qui racontent la manière dont elles sont violées, etc. Ça va aussi dans l'écrit. Et ce collectif-là milite justement pour ce droit à l'image digne. C'est-à-dire qu'on peut parler de violence, on peut parler sans euphémiser ce qui se passe, mais on peut le faire par d'autres moyens. Puisque montrer cette violence-là, c'est aussi déshumaniser ceux qui la subissent. Mais ceux qui prennent ces images. Ça fait partie du désordre des révolutions, je pense, parce que avant, quand on avait des images des guerres, c'était les reporters de guerre qui rapportaient des choses, mais après coup, après avoir en parlé avec des rédactions, qui choisissaient, qui filtraient, etc. Là, ce sont des ponctions du réel avec des yeux multipliés. C'est-à-dire qu'avant, les gens qui voyaient ne pouvaient pas transmettre. Maintenant, avec les photos, les portables, etc., il y a plus d'yeux pour transmettre. Donc ça fait partie du désordre des révolutions arabes, entre autres, qu'on arrive à ce moment-là où plein d'yeux regardent et transmettent. Mais dans le désordre, dans un désordre aussi qui dit la violence, qui dit des tas de choses crues, mais c'est ce qu'on appelle les voix d'en bas dans ce désordre-là. Après viendra le temps, comme dit Cécile peut-être, aussi d'une sorte de... Pas de filtre, oui, de filtre d'une certaine manière, mais en tout cas filtrer pour comprendre la réalité, pas la filtrer pour l'occulter. Donc pour moi, ça c'est un peu hémorragique. Voilà. C'est de l'ordre de l'hémorragie, ces images. Donc il y a de tout. Ça nous frappe, ça nous choque, ça fait de la violence, ça engendre de la violence aussi chez les enfants ou chez des gens pas, bien sûr. Mais c'est de l'ordre de l'hémorragie de ces voix qui ne sont jamais arrivées un peu à ces télévisions mondiales. Voilà. Et ces voix de ces pays complètement inconnus, complètement barricadés par leur censure, par leur régime politique, par une information aussi qui ne s'intéresse pas à eux et tout, ça fait partie de... On éclabousse la rétine de tout le monde. Voilà. On éclabousse les rétines du monde entier. Dans beaucoup de violence, et puis après viendra le moment de mettre de l'ordre peut-être. C'est maintenant le moment. Vous avez posé tout à l'heure la question du temps. Maintenant vient le temps peut-être où on doit mettre un peu d'ordre là-dedans, et voilà.
Donc une temporalité accélérée, une ubiquité. Certainement. Tout est accéléré. Certainement. Donc il y a beaucoup de violence, mais il y a aussi beaucoup de faux des deux côtés. Oui. Donc les fausses images de Ben Ali, un peu à la Far West, avec plusieurs arrêtés, avec la visite de Bouazizi, mais il y a aussi du faux du côté des militants. Oui. En Tunisie, un des accélérateurs de la révolution, c'était un faux communiqué de l'UGTT, l'Union Générale des Travailleurs Tunisiens, qui est le principal syndicat central syndical dans le pays, qui a été posté par sur Facebook par des militants pour appeler à un rassemblement le 25 décembre 2010. Et c'est là que ça a pris et qu'une partie de syndicats d'enseignants s'est réellement ralliée à cet appel. Donc c'est de bonne guerre. Le faux appelle le faux. L'opacité appelle le faux, bien sûr. Et donc après, voilà, on n'y voit plus rien. C'est pour ça que je pense qu'encore une fois, ces révolutions arabes, sur ce plan-là, sont une sorte de leçon que si la rétention, c'est pas bon, quoi. Enfin, je veux dire, à force de retenir. Et puis maintenant, de toute façon, peut-être que les images sont en train de dire aujourd'hui cette arrivée à la visibilité de ces sociétés. Voilà. Pour arriver à la visibilité, il a fallu tout ce désordre, tout ce sang, toute cette violence aussi transmise à la faveur d'événements meurtriers et dramatiques. Mais ça aussi, ça fait partie, je pense, peut-être des acquis de ces révolutions arabes. Ces sociétés sont arrivées un peu à la visibilité du monde. Enfin, le monde peut les voir aujourd'hui, peut les regarder. Et en même temps, si je peux rebondir, c'est la rétention crée du faux, mais aussi la multiplication crée aussi du faux. Et il y a des usages du faux des deux côtés, comme tu disais. Par exemple, en Syrie, il y a eu un cas d'un cinéaste qui avait fait un petit film avec tous les codes des vidéos amateurs, donc l'image qui tremble, le zoom, une scène de guerre, qui a été posté sur le net et qui représentait un enfant en train de sauver une petite fille visée par des snipers. Et 2 semaines après, il a dit « mais je suis un cinéaste danois, j'ai tourné ça avec des réfugiés syriens à Chypre ». Et là, le régime a dit « mais regardez, un fake, en fait, le problème c'est qu'un fake va discréditer toutes les autres vidéos. Donc il y a vraiment tout un travail d'analyse, de classification sur les usages du fake par divers acteurs en fait, et qu'est-ce que ça produit. Ça rejoint la question tout à l'heure aussi, la nature de ce regard et les instruments aux mains de qui est en train d'archiver ou de véhiculer notre mémoire quelque part. Y a-t-il pas danger? L'autre danger, c'est que c'est aussi aux mains d'une entreprise, et c'est aux mains de Facebook. Facebook nous vendra peut-être très cher dans quelques années l'accès à notre propre archive. Moi, je plaide platement pour la méthode, dire ce qu'on fait, comment on fait, où on met. Voilà, je suis un peu scolaire et méthodique. Voilà, c'est peut-être une petite protection contre les dangers de la marchandisation et de l'usage et des usages, mais voilà, il faut faire. C'est une manière de les sortir aussi. Voilà. On fait son petit travail de documentaliste sérieux et méthodique, c'est bien. C'est déjà une petite protection peut-être. Nous regardons pour les images amateurs et les images qui tremblent, mais des vraies cette fois, le petit extrait numéro 8, 2e télévision marocaine. On parle ici d'au moins une quarantaine de morts sous les balles des unités d'élite de Ben Ali. Des jeunes sortis manifester en janvier contre le chômage, la précarité et l'exclusion. La plupart avaient entre 12 et 16 ans. La police aurait même tiré sur les cortèges funéraires. تونسنا حرة كيفكم كيف رئيسكم المخلوع يا قتل الروح وين تروح عقاب عمرك الجرح كيما تليتوا باش تذلوا كيما قهرتوا باش تقهروا جاء وقتكم باش تحسوا. Et dans la foulée, pour pouvoir faire le contrepoint avec ces images, l'extrait numéro 7, un soir 3, donc France 3, un JT de France 3 du 30 décembre 2010.
C'est un vent de révolte sans précédent en Tunisie. Depuis une dizaine de jours, un mouvement social parti d'une petite ville a progressivement gagné le reste du pays. On compte un mort et plusieurs blessés. C'est en quelque sorte le ras-le-bol d'une population lassée de vivre dans la misère, des jeunes en première ligne à qui la Tunisie n'offre aucun avenir. Régis Nussbaum. Plusieurs centaines de personnes descendues dans la rue et n'hésitant pas à braver la police en plein centre de Tunis. C'était lundi dernier. Une scène plutôt rare dans un pays où le pouvoir contrôle totalement l'information. Ces images, sorties de Tunisie grâce à Internet, montrent un pays secoué depuis plusieurs jours par une grave crise sociale. Tout a commencé ici, à Sidi Bouzid, une ville située à 200 km au sud de Tunis, avec la tentative de suicide d'un jeune diplômé et chômeur à qui la police avait confisqué des fruits qu'il vendait à la sauvette. Des émeutes ont alors éclaté à Sidi Bouzid avant de gagner d'autres villes, signe du malaise d'une jeunesse confrontée au chômage. La crise a contraint le président Ben Ali à sortir du silence. Au pouvoir depuis 23 ans, le président tunisien a dénoncé des violences nuisibles au tourisme et à l'économie avant de nommer un nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports. Des propos qui n'ont pas convaincu ces Tunisiens rassemblés cet après-midi à Paris en solidarité avec Sidi Bouzid. Je ne crois pas que ce sont les réponses qu'attend le peuple tunisien. Le peuple tunisien, il a soif de liberté, il a soif aussi de démocratie et il veut aussi du travail et de la dignité. Un mouvement réprimé parfois brutalement. Officiellement, on compte à ce jour un mort tué par la police et plusieurs blessés. Il y aurait eu également de nombreuses arrestations. Alors, ce qui est très drôle, quelque part, c'est que dans l'extrait de la télévision marocaine de Zem, à part le cadrage qui signale un retour en arrière, etc., il y a des images amateurs, exclusivement, qui intègrent des images de la télévision tunisienne. De même, le journal de France 3 passe des images de la télévision officielle. Le premier extrait des images amateurs passe ces images-là au second degré. Et le journal télévisé de France 3 reste au premier degré, un peu plus courageux que le France 2 de tout à l'heure. Quand même, il donne la possibilité aux Tunisiens d'exprimer des revendications. Ça commence en tout cas. C'est en sens inverse. Là, c'est les extraits amateurs qui passent des jeux le premier extrait donc, que vous avez vu, nous voyons des images amateurs, donc de pneus qui brûlent, sans doute de postes de police incendiés, etc. Et nous voyons en signe très ironique des images de la télévision tunisienne qui renvoient donc ces pillages, etc., à des pilleurs, encore une fois, et à de l'anarchie, et à des casseurs. Par contre, le journal télévisé de France 3 prend très au sérieux le discours de Ben Ali, voilà, qui parle de casseurs, etc. Donc c'est le même discours qui est lu inversement. Là, c'est quand même les amateurs qui commencent à prendre le dessus sur... Oui, et puis c'est je reprends mon idée de... ils sont un peu désemparés. Parce que le même 30 décembre, il y a la seule et unique émission de télé en Tunisie qui va sur les lieux et qui fait parler des gens très distinctement de leur situation. C'est la fameuse émission de Nesma TV du 30 décembre. C'est-à-dire qu'il y a déjà des soucis d'aller faire du vrai journalisme, d'aller voir véritablement ce qui se passe. Encore faut-il en avoir le moyen, et il faut dire aussi que c'était un geste audacieux, que Nabil El-Karoui a payé pendant quelques jours. Voilà, il s'est caché, il a été poursuivi un peu par le régime de Ben Ali au début. Après, comme toujours en Tunisie, il y a plusieurs récits. Mais je parle de ce petit segment. Je parle de ce segment-là. Il faut rendre justice aux faits. Il a fait faire cette émission et il s'est caché pendant 3-4 jours jusqu'à début janvier parce qu'il était recherché par le régime de Ben Ali qui, avant de s'affaiblir, était quand même encore dans un crescendo de répression. Qui disent, encore une fois, c'est une histoire dont on est encore trop près peut-être pour en connaître les vrais dessous. Oui, mais il dit aussi que... C'est pour revenir au journalisme, c'est-à-dire qu'il y a eu des journalistes qui se sont déplacés à Sidi Bouzid et qui ont fait parler des gens distinctement de la situation. C'est sûr, mais
paraît qu'il y aurait eu des tractations justement avec Ben Ali. On dit, je mets tout ça au conditionnel. Parce que Ben Ali, les derniers jours, il a libéré quelques journalistes, il a donné quelques signes d'ouverture, il était aux abois. Oui, d'accord. Mais des journalistes ont fait le boulot. Tout à fait. Voilà. Mais je voulais parler de ça. Ouvert. Je voulais parler de ça, de ce geste journalistique. Bien sûr. Voilà. Je voulais juste parler du geste. Il y a Lina Benouhani que nous avons vu témoigner tout à l'heure, qui est une blogueuse. Sofiane Chourabi, d'ailleurs, allez voir cette expo, le temps des archives, et parce qu'on le voit parfois manifestant, on le voit, et on voit d'autres reportages signés Sofiane Chourabi, on le voit, donc il est derrière la caméra, donc c'est quand même des gens auxquels il faut rendre hommage. On fait du vrai journalisme. Heureusement. Heureusement, donc oui, c'est ça qui a permis aussi, il y a eu tout un travail, toutes les couches sociales. Cécile, nous parlions tout à l'heure, nous avons vu dans cet extrait amateur où il y avait de la musique du rap. Au tout début, le premier extrait, il y avait un poème en arabe. Et nous allons voir l'extrait numéro, il ne faut pas que je me trompe, 13, deuxième. Quelques secondes. هذا يا ولدي أول شهيد يوم 8 جانفي اسمه مروان جملي. هذولا كيفاش اللي صار عندنا في تالا لهنا من نهار 3 جانفي حتى لنهار 12. Donc, ce qui est intéressant dans ces quelques secondes, c'est le témoignage du père d'une victime, 6 mois après, à Tala, et on voit 3 images, 3 écritures, 3 degrés de l'image, l'image encadrée du martyr, l'image d'un mémorial juste derrière, installé par le gouvernorat, j'imagine, la municipalité, et puis tout au fond, on voit des graffitis. Donc, 3 images, une seule image en contient déjà 3. Il y a cette musique, il y a ces graffitis, il y a toutes ces écritures qui viennent se greffer aux images de la Révolution en Tunisie. D'ailleurs aussi pour l'expo au Mucem en ce moment, le temps des archives, il y a aussi des caricatures de Z, le fameux caricaturiste tunisien, peut-être aussi de Willis from Tunis, Nedia Riari. Donc il y a quand même une densité, cette révolution-là a donné une densité d'images assez incroyable. Qmar et Cécile, toutes les deux, vous vous intéressez aussi au cinéma, donc il y a eu quand même, et aussi, il y a eu aussi donc cette parole populaire qui s'est transformée aussi, parce qu'il y a eu une réappropriation du dialecte via le rap, etc. Il y a quand même une créativité, voilà, une créativité, une création. C'est l'image aussi, c'est l'image, c'est le son aussi, donc c'est la poésie, c'est beaucoup de choses, cette révolution. Oui, toutes les formes d'expression, parce que tout ça, encore une fois, cette précipitation pour imprimer, pour laisser des empreintes, pour raconter, pour consigner, pour témoigner, etc. Je pense aussi que ça fait partie un peu de ce feu. C'est un peu le feu de la Révolution, c'est aussi parler, dire, témoigner, dire qu'on a perdu quelqu'un, qu'il s'est passé quelque chose, que 2008, il y a eu quelque chose qu'on n'a pas laissé passer, etc. Et je pense que là aussi, se raconter pour toutes ces sociétés, c'est aussi, ça fait partie du fait révolutionnaire, y compris en images. Et par le graffiti et par le dessin et par. Alors pour le cinéma, il y a plusieurs types. Cécile peut-être peut en parler aussi mieux que moi à cause de la réalité syrienne qui est effectivement plus contraignante peut-être pour les images. Mais pour les images, il y a aussi. Moi, je connais beaucoup de cinéastes qui n'ont jusque-là, qui n'ont pas du tout, qui ont plein de rushs et qui ne les ont pas montrés. Parce que quand on est cinéaste, on est un peu timoré. Mais voilà, les cinéastes sont paradoxalement les plus timorés devant les faits. Ils ont beaucoup filmé, mais pas tellement montré. Alors, le devenir... Je pense qu'ils ont été un peu dépassés aussi par toutes ces images amateurs. Et moi, ce que je voudrais dire au sujet de ce martyr, c'est que j'ai trouvé sur la page du blog Nawaet
Ils ont réalisé en fait une vidéo hommage à tous les martyrs de cette ville là de Tala, d'où ce jeune martyr est, d'où il est originaire. Et cette vidéo, elle est faite avec des extraits de protestations. On y voit le monument aux morts de la mairie, de la municipalité. Il y a aussi des graffitis, des pancartes, etc. Et c'est-à-dire que sur Internet, on trouve aussi toute une mémoire vernaculaire, en tout cas intime aussi, et à la fois collective, des martyrs de la mort. Et ces mémoires des martyrs, elle est absolument centrale aussi dans la culture protestataire révolutionnaire. C'est pas quelque chose qui est propre à la Tunisie, c'est quelque chose qui s'est aussi en Syrie, c'est absolument énorme. On a des dizaines de milliers de vidéos hommages aux martyrs, et c'est toute la richesse de cette culture protestataire aussi, et ces nouveaux codes du martyr, de la révolution. C'est plus les États qui avaient le monopole sur qui était martyr de... Voilà, ces martyrs-là, ils sont pas morts au nom d'un leader, ils sont morts au nom d'une nation à venir. Et donc, ils ont changé les codes aussi de ce martyr, et c'est une culture très importante qu'il faut aussi sauvegarder, parce que tous ces martyrs-là, ils disparaissent aussi sur YouTube. À propos de martyrs, dans l'exposition, il y a le premier mort de Mazel Bouzayen qui a donné lieu à un clip fait par ses camarades. C'est-à-dire que pour le pleurer, ils ont fait un clip en son hommage. Et voilà, c'était, voilà. Maintenant, on fait des hommages aux morts en faisant des films. Ça aussi, c'est nouveau. C'est complètement nouveau. Merci. Nous allons laisser la place aux questions de la salle. Sinon, on a encore des images, hein, parce que l'équipe de l'INA a fait une fouille à la main des archives. Travail formidable, merci beaucoup. On peut regarder un dernier, enfin un avant-dernier, on verra, le temps que la timidité soit levée. L'extrait, je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un en régie. L'extrait 14, c'est encore un grand angle 2M. Et... Les indignés comme Mathias et José se comptent par milliers. Tous se retrouvent chaque soir à Plaza Catalunya pour témoigner, s'insurger, réfléchir ensemble à des solutions. Derrière ces grilles, le Parlement catalan. En ce moment, les députés votent un plan d'austérité. Les près de 10 000 indignés présents sur place décident de bloquer la sortie des députés. Mais rapidement, la situation dégénère. À l'intérieur de l'enceinte parlementaire catalane, la pression monte. Et à leur sortie, les députés se disent à leur tour indignés. Je crois que c'est très important que tout le monde travaille pour trouver des solutions à la crise économique que nous sommes en train de souffrir. Et bon, ici au Parlement, nous sommes en train de travailler pour trouver des solutions à la crise, pour trouver des solutions à la crise économique, politique, sociale, culturelle que nous sommes en train de souffrir. Mais il faut travailler pour trouver des solutions. Nous sommes indignés en même temps, mais nous apportons des décisions. Gouvernement, partis politiques et syndicats n'ont rien vu venir. Un groupe d'individus qui se mobilise et grossit rapidement, que l'opinion publique a vite pris en sympathie. La forte médiatisation n'y est pas étrangère. Miguel Molina, directeur de la Vanguardia, estime qu'Internet joue un rôle déterminant dans la mondialisation de ces mouvements contestataires. Me gusta generalizar, ¿no? Porque incluso en la revuelta árabe había revueltas en las que Internet tuvo un papel importante, como Túnez o Egipto, y revueltas como la de Libia o alguna otra en la que quizá no tuvo un papel tan importante. O sea que Facebook tiene una influencia, en el caso español es muy evidente, ¿no? Esto lo estamos viendo con las manifestaciones, cómo se convocan, cómo la policía el día 27 de mayo en Barcelona desalojó a la gente que había en la plaza y al cabo de unos minutos la propia policía estaba rodeada por gente que había sido convocada por Twitter. Creo que esto cambia mucho la manera de ver la politique. Alors, cet Internet qui va vite,
Nous l'avons démontré, nous en avons discuté lors de cette table ronde. Mais va-t-il aussi loin, Dana, l'impact des révolutions arabes sur l'Europe, éventuellement? En tout cas, il force la politique à changer. Ça, c'est certain. En tout cas, on ne peut plus faire de la politique de la même façon avec Internet. C'est un des défis. Je ne pense pas que... Voilà. Et si ça peut changer la politique, c'est pas mal. Parce qu'il y en a marre aussi un peu de la politique. Elle est un peu redondante. Mais l'impact des révolutions arabes en particulier. Et ça change aussi les manières de protester, je pense. Ça décloisonne, ça permet de coordonner. Il y a une inventivité qu'il n'y avait pas avant. Ça permet l'identification et le rapprochement. Oui. Ça permet beaucoup de choses entre les gens. En tout cas, ça va changer. Il faut que ça change les méthodes politiques des gouvernants. Il faut aller jusque-là, mais bon. Donc un outil qui va vite et qui va loin. Toujours pas de questions de la salle? Merci. Je voudrais dire une chose, c'est sans doute un effet de l'âge, puisque je ne fais pas partie des plus jeunes ici. Ce qui me surprend beaucoup, c'est qu'on a vu une fascination de l'image. Ce qui me frappe dans tout ce que j'ai vu flotter, là, une fascination de l'image, une fascination pour l'image, premièrement. Et deuxièmement, j'ai vu aussi un épanchement de l'émotionnel considérable. Et donc, ce qui m'interroge, moi je suis historien de profession, enfin de métier, ce qui m'interroge, c'est on ne voit pas comment s'organiser un questionnement, on ne voit pas comment dire comment la recherche du sens peut prendre une tournure là. Et moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure. Il faut prendre du recul par rapport à toutes ces nouvelles technologies là, parce que elles ne nous comment dirais-je, il y a des effets de saturation, effectivement, et le processus de construction du sens, finalement, il nous échappe, là. Et je regardais le titre tout me semble problématique, là. Le temps des archives, de quel temps parle-t-on? Le nôtre, maintenant, pourquoi serait-il plus qu'il y a 50 ans, ou plus qu'au Moyen-Âge, un temps des archives? Ça m'interroge. Deuxièmement, archivage citoyen. Dans le processus qui part de la trace à l'archive, il y a une sacrée série d'opérations. Peut-on parler d'archivage citoyen? Parce que dans l'archive, c'est le produit d'une opération très complexe, en fait. Hein. Donc peut-on parler d'archivage citoyen? Et troisièmement, mémoire augmentée. Est-elle si augmentée que ça, cette mémoire? Donc le processus de rationalisation, de compréhension, de construction du sens, je le cherche toujours. Alors, je vais peut-être pas reposer ma première question, qui était est-ce que l'archivage et la citoyenneté, justement, est-ce qu'on peut parler d'archivage citoyen? Si l'une d'entre vous deux a envie de... Il y a deux choses. Vous parlez de fascination de l'image et puis comment dire, d'émotion. Vous avez raison, et je pense qu'on vit encore là-dessus, et c'est pas interdit de parler avec ça, c'est-à-dire de continuer à se demander ce que l'image a fait il y a un certain temps dans un certain contexte. Je pense que l'émotion aujourd'hui reste vivante dans ces processus qui ne sont pas achevés. Mais l'autre question, la question que vous posez sur l'archivage citoyen, je pense que je vais parler à la place des organisateurs, s'il n'y en a pas qui peuvent répondre. Je pense que c'est pour faire référence au travail de cette exposition, qui est effectivement une opération volontaire d'un certain nombre
oui, de volontaires qui ont voulu travailler à l'archivage des événements de la Révolution, parce qu'ils n'étaient pas du tout en possession, ou en tout cas en position de devenir de l'archive. Donc l'exposition Instant tunisien est bien une tentative d'archivage citoyen, dans la mesure où des jeunes sont allés chercher des documents chez les personnes qui les détenaient, à Sidi Bouzid, à Tel, à Ouagasrine ou ailleurs, et que cette archive, au sens commun du terme, a atterri et est maintenant aux Archives nationales de Tunisie. Elles existent maintenant, ces archives-là existent. Il y a peut-être un millier de pièces de vidéo et un millier de pièces photographiques. Et c'est dit citoyens parce que ce sont les citoyens qui ont glané ces images-là, qui les ont transmises aux télévisions France 24 et El Jazeera. Et l'acte de les archiver est venu 3 ou 4 ans après. Je pense que le mot archivage citoyen, c'est pour qualifier cette démarche-là, qui est une démarche ponctuelle. Et adapté à cette exposition. Est-ce que je pourrais ajouter quelque chose? Alors, fascination, je ne suis pas sûre qu'on soit fasciné par ces images, mais en tout cas, de notre part, il y a une tentative aussi de saisir un phénomène sans précédent dans l'histoire de ces vidéos qui sont tournées à chaud. Avant, les révolutions, on n'a pas d'images de guerre, ou alors elles étaient tournées par des opérateurs spécifiques, par des journalistes, mais au début des années 2000, c'est la première fois que des gens s'emparent de l'outil caméra pour filmer leur propre révolte. Donc ça, c'est un phénomène historique sur lequel on peut réfléchir, sur lequel, qui est parfaitement... Et de fait, ces vidéos sont extrêmement... Oui, elles ont une charge émotionnelle énorme, elles sont intenses, parce que les gens... Il est question de vie et de mort, les gens mettent leur vie en danger, alors... Oui, elles sont traversées par une émotion très forte, une intensité très forte, et une intensité aussi qui sert de réactivation de la mémoire et qui est utilisée comme telle, par exemple dans les reportages qu'on a vus de la télévision tunisienne. Elle réactive l'émotion, fait partie du processus mémoriel aussi. Sur la question de l'archivage citoyen, et oui, aussi, alors, phénomène d'une ampleur sans précédent, par exemple en Syrie, moi j'étudie ces vidéos-là, c'est des millions de vidéos qui ont été filmées depuis 8 ans de conflit. Donc oui, c'est un phénomène important que les sciences sociales, dont les sciences sociales peuvent se saisir. Et sur l'archivage citoyen, il y a une urgence. Ces vidéos sur Internet disparaissent du jour au lendemain. Donc l'archive s'est posée aussi comme une question de l'urgence de ne pas perdre cette mémoire-là. Et elle s'est posée aussi avec les gens ordinaires qui se sont demandés, qui se sont créés en collectif. Moi, je parle du cas de la Syrie que je connais, mais il y a plusieurs associations qui se sont créées pour sauvegarder cette mémoire-là. Il y a une conscience de l'archive très forte, en fait, parce qu'il y a urgence, parce que ces plateformes ne sont pas fiables, parce qu'elles sont détenues parce qu'elles ont des buts commerciaux, etc. Donc il y a aussi un changement de paradigme de l'archive, là, qui se pose, pas à travers l'outil numérique, et sur lequel aussi il faut réfléchir. Et donc on a des entreprises d'archivage éclatées, disséminées, à l'image de ces sources-là, et qui renouvellent aussi notre approche de comment on fait l'archive, qu'est-ce que la fabrique de l'archive. Ce n'est plus le monopole des historiens. Et ça aussi, c'est une révolution. C'est aussi un acte citoyen, parce que cette émotion-là dont vous parlez, qui persiste encore, fait que ce sont des citoyens qui se mettent à faire ça parce que personne d'autre ne le fait. C'est bien cette émotion citoyenne qui fait travailler les gens sur leurs propres archives pour ne pas en perdre complètement la trace. Oui, moi je voudrais rebondir là-dessus, parce que je pense que l'archivage est citoyen, d'abord parce qu'aucune autorité politique en Tunisie n'a pris l'initiative de faire ce type d'opposition, ce type d'exposition. Il est parti des citoyens. Il n'est pas parti d'une initiative gouvernementale ou étatique. Ça, c'est extrêmement important. Et je crois que par rapport à ce que vous disiez aussi, il y a un souci. En Syrie, évidemment, vu le degré de violence qu'a atteint le conflit syrien, ça n'a rien à voir avec la Tunisie, mais en Tunisie aussi, vu l'état des forces politiques aujourd'hui, il ne faut pas qu'on oublie. Et je pense que la question de la mémoire est absolument centrale dans cette question de l'archivage citoyen, ou sinon, ils vont nous faire oublier ce qui s'est passé. Sinon, on va enterrer la révolution. Donc, c'est un rôle citoyen de faire en sorte que cette révolution et que les images de cette révolution ne soient pas enterrées. Et puis, je voudrais revenir, puisque vous parliez de fascination,
Moi, ce qui m'a dans ces images, enfin, ont suscité ces images, c'est les quelques extraits des reportages des télévisions françaises. Là, il y a une fascination du chaos aussi. Et je pense que cette fascination du chaos, elle est très importante parce qu'il n'y avait pas de chaos, en fait. Quand on se souvient de ces 3 semaines de révolution, c'était une insurrection, c'était une révolte qui a pris les formes d'une révolution. Le chaos a été à peu près exclusivement policier en Tunisie, et on voit des destructions un des palais de Ben Ali. Ces destructions de maisons ont été presque, je pourrais dire, des destructions citoyennes. C'est-à-dire que les maisons mitoyennes des oligarques du régime n'ont pas été touchées. Il y a uniquement les maisons des oligarques du régime qui ont été saccagées, détruites, pillées, mais uniquement celles-là. C'est quand même assez important de le souligner. Merci Sophie Bessis. Donc, on a eu le privilège d'écouter une grande historienne tunisienne répondre à ces questions, notamment autour des actes citoyens qui ont été commis pendant la Révolution, avec un métier de journaliste qui a été fondamentalement bouleversé, notamment sur les chaînes françaises, et aussi le métier d'historien aussi est en train d'être bousculé. D'autres questions ? Oui, bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Je me posais une question par rapport au fait qu'effectivement, il y a dans la révolution tunisienne, mais on voit aussi, par exemple, pour l'Algérie actuellement, et puis même pour d'autres mouvements, je pense en France aux Gilets jaunes, une obsession de mettre en archive tout de suite l'événement. Et moi, j'ai jamais entendu parler de cela pour d'autres événements d'époque contemporaine. Je sais pas, la chute du mur de Berlin, mai 68, tout ce que vous voulez. Alors, est-ce que ça a des équivalences à l'époque contemporaine, ou alors est-ce que ça serait un produit d'un temps justement où il y a des vidéos qui circulent? Enfin voilà, est-ce qu'on a, par exemple pour mai 68, des mouvements qui, dès mai 68, se sont dit il faut absolument garder des photos, des écrits, n'importe quoi, des archives du moment? Merci. Moi, je crois qu'il y a un changement fondamental auquel on ne réfléchit pas assez. C'est que tout le monde, aujourd'hui, avec son téléphone, a les moyens de filmer. Et je pense que cette individualisation de l'acte, de la possibilité d'archiver, elle est déjà en nous. C'est-à-dire que chacun de nous, il n'y a pas que les photos d'anniversaire ou des petits-enfants ou des rencontres amoureuses, etc. Je veux dire, c'est des choses qui sont déjà en nous. Et ces grands événements que nous vivons suscitent en nous, d'abord, nous tous, l'envie peut-être de les fixer. Avant, les gens écrivaient des journaux, des sortes de reportages personnels et journaliers, alors qu'on les retrouve après ou qu'on les édite après quelques années, ou voilà, même si on ne devient pas célèbre. Donc je pense que ce sont les individus eux-mêmes aujourd'hui qui sont en possession de ce désir de fixer les choses en images, qui fait partie de plein d'autres choses. Alors, fixer des événements historiques, c'est encore plus excitant. Et les événements historiques aujourd'hui deviennent pour les individus des occasions de fixer ces époques de leur vie qui marquent. Et pour dire j'en étais aussi, et ne serait-ce que ça, pour dire j'en étais. Hein. Et puis, si je peux rajouter un truc, c'est aussi il y a une peur de la dépossession et une défiance par rapport aux images médiatiques. C'est-à-dire que voilà, les mouvements veulent garder leurs images. Après, toute la question, c'est comment réintroduire du collectif dans cette dissémination. Et comment réintroduire du traitement, de l'analyse et tout. Ça, c'est une autre affaire, bien sûr. C'était un peu ma question. Dernière question. Oui, c'était un peu ma question. Est-ce que l'archive ne va pas tuer l'archivage ? C'est-à-dire, vous avez évoqué plusieurs millions de vidéos, ou des millions de vidéos pour la Syrie. Donc, je dirais, pour chaque événement émotionnel puissant qu'on va connaître, on aura des millions d'archives. Est-ce qu'on sera en mesure d'en tirer, je dirais, un discours historique fiable? Parce que dans ce volume monumental, qu'est-ce qu'on va pouvoir sélectionner comme archives exploitables?
Alors, on va conclure en philosophie. Non, mais c'est pas de la philosophie, mais c'est un vrai défi. C'est un vrai défi scientifique, bien sûr. Vous avez raison de le dire. Je pense que cette profusion pose le problème, encore une fois, du choix, de la sélection, de l'interprétation, de nouveau, etc. Vous avez raison, c'est un défi, mais moi je ne saurais pas y répondre. Ce que je peux dire, c'est que ça fait réfléchir. Et nous avons aussi de la matière pour réfléchir. Moi, je trouve qu'en tant qu'historienne tunisienne, cette révolution est aussi un cadeau dans ceci, que ça nous permet de réfléchir dessus. Alors, va-t-on arriver à quelque chose ou pas? Mais déjà qu'on puisse réfléchir sur notre histoire, sur tout ce matériel qui est disponible, même s'il est plus... même s'il est, il est abondant, c'est mieux que de ne pas en avoir, ou d'avoir une histoire officielle, ou d'avoir des voix comme ça un peu privilégiées. Donc pour nous, c'est un défi heureux. Mais après, bon, qu'est-ce qu'on va en sortir comme travail effectif? C'est le travail des historiens. Il faut que ça soit véritablement une mission, j'allais dire, citoyenne aussi. Je vais juste, pardon de m'immiscer dans votre réponse, apporter une petite précision pour l'INA pour ce qui concerne les millions d'heures d'archives et notamment le dépôt légal du web qui est partagé entre la Bibliothèque nationale de France et l'INA, donc qui est conservé depuis quelques années. On est au début de la construction de nouveaux outils, justement, pour aller interroger cette mémoire-là, qui est pas interrogeable de la même façon que des heures de télévision classique, même si à l'INA, on a l'habitude des volumes importants, puisqu'on en est à peu près à 16 millions d'heures qui sont ouvertes à la consultation des chercheurs. Donc, spécifiquement pour l'archivage du web, auquel s'ajoute un certain nombre de comptes Twitter, de comptes Facebook en lien avec des images vidéo pour ce qui nous concerne. On est vraiment dans une construction avec les chercheurs, en gros, entre les archivistes, les informaticiens et les chercheurs, pour construire de nouveaux outils d'interrogation, justement, pour aller questionner ces nouvelles traces et construire du savoir autour de ça. Et pour juste revenir sur le titre, je voulais juste signaler à monsieur que le temps des archives, c'est un cycle que nous co-organisons l'INA avec le MUSEM. Donc on est dans une séquence là où on s'est posé cette question-là, sur l'archivage citoyen au sens où y ont répondu les deux intervenantes tout à l'heure, bien évidemment, et aussi sur la question de la concurrence de ces récits entre l'archivage traditionnel tel qu'on le connaît et ces nouvelles formes d'archivage qu'on a qualifiées du citoyen, parce qu'effectivement ils sont effectués par des citoyens, mais dont un certain nombre d'institutions ou de collectifs et d'associations prennent aujourd'hui le relais pour garder une trace et surtout les offrir à la consultation et au travail de connaissances là-dessus. Et juste pour finir, sur mai 68, vous avez loupé le temps des archives mai 68 qui répondait à un certain nombre de questions. Et oui, il y avait des collectifs de cinéastes à l'époque, c'était pas des vidéastes, et vous pouvez consulter la séance sur la chaîne YouTube de MUSEM. Voilà. Merci Mireille Maurice, responsable régionale de l'INA. Encore donc des métiers bousculés, archivistes, documentalistes. Alors merci le MUSEM, merci CMAR, merci Cécile, merci l'INA encore, merci 2M, merci la télévision tunisienne, merci aux participants et puis merci les citoyens. Bonne soirée. Merci.